Salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. Donc, il est 9h04. On va essayer de commencer notre cours. Donc, on va attaquer le deuxième chapitre sur la gestion de processus. Vous allez comprendre de ce chapitre, de ce cours, comment le processus, donc comment le système d'exploitation gère la concurrence d'accès au processeur. Donc, lorsqu'il y a les programmes qui vont s'exécuter, on a dit que lorsqu'ils vont s'exécuter, elles prennent le nom de processus et donc elles vont essayer d'accéder aux ressources mémoire, processeur, donc, et toutes les périphériques. Donc, on va apprendre comment le processeur, donc, comment le système gère les processus et donc la concurrence. Donc, on va essayer, donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien sur mon écran, dites-le moi. Donc, de cette façon, je peux savoir que donc, tout marche bien. Oui ou non? Oui, ça marche. D'accord, très bien. Je vous remercie. Et donc, je mets en mode diaporama pour pouvoir un petit peu gérer mon écran. Donc, le deuxième chapitre, il concerne la gestion des processus. On a vu dans le premier chapitre que le système d'exploitation, il se base sur trois principes principaux, à savoir les processus et la notion de processus, les appels systèmes qui font la communication entre les programmes ou bien les processus applications avec les processus systèmes pour chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut accéder au matériel. Et bien sûr, pour enregistrer l'information d'une façon permanente, persistance, il y a la notion de fichier pour sauvegarder les données pour une durée non déterminée. Donc, tout ceci, donc, ce sont les trois principaux. Donc, il y a aussi la gestion des entrées-sorties. Mais revenons à notre processus. Si on veut définir un processus, on va essayer de dire que le processus, c'est un concept clé dans un système d'exploitation. Un processus est l'instance d'un programme en cours d'exécution. On a vu qu'il regroupe un programme exécutable, ça veut dire le code, les données qu'il utilise, sa zone mémoire, sa pile d'exécution, son compteur ordinal, l'ensemble des fichiers qu'il utilise, etc., etc. Donc, au niveau du processeur, lorsqu'on a un seul processeur, maintenant on a des processeurs avec plusieurs cœur, c'est l'équivalent de plusieurs processus. Donc, lorsqu'on a un seul processeur, donc, au niveau du processeur, on peut pas exécuter. C'est pas raisonnable. Donc, d'exécuter deux processus en même temps. Donc, il faut exécuter un seul processus à la fois. Et bien sûr, avec les machines et les modernes, on a l'accès concurrent, on a le temps partagé, et donc le processus, même s'il exécute un seul processus à la fois, on a l'illusion qu'elle exécute plusieurs parce qu'elle tourne à une vitesse très grande. Les gigahertz, c'est la vitesse avec laquelle le processeur, donc elle peut exécuter des milliers d'instructions par seconde et donc elle donne un laps de temps, donc le quantum pour chaque processus. On a l'illusion que tous les processus s'exécutent. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un seul processus à la fois. Mettez ça parce que voilà, je vois lorsque je demande aux étudiants, par exemple, de tracer l'évolution des processus de le temps, elles me mettent deux processus en état élu dans un instant donné. Et c'est faux, c'est pas possible. On va voir, lorsqu'on va essayer de décortiquer cette automate des états d'un processus, qu'un processus peut être dans l'état élu, dans l'état prêt, dans l'état bloqué. On va voir ça tout de suite. Il se peut que plusieurs processus soient à l'état prêt, plusieurs processus soient à l'état bloqué, mais jamais de la vie qu'on trouve
plusieurs processus à l'état élu s'il n'y a qu'un seul processeur. Donc, un seul processus à l'état élu, plusieurs processus ou un ou même zéro processus peuvent être à l'état. Il se peut aussi qu'un processus soit élu. Si on le voit parfois, si le processus sont bloqués, donc le processeur soit libre, aucun processus à l'état élu. Donc, la commutation entre processus, c'est l'effet du parallélisme au niveau du processus. On a l'illusion que les processus s'exécutent en même temps, mais le mot un après l'autre, mais ils commettent à une grande vitesse. Donc, on a dit que le compteur ordinal ou bien le compteur d'instruction permet de garder en mémoire la prochaine instruction à exécuter. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la commutation, donc le processus, il y a un qui sort et un qui entre, lorsqu'il revient, parce qu'un processus, il va s'exécuter par tranche. Première tranche, deuxième tranche. Lorsqu'il va revenir dans la deuxième ou la troisième tranche, il doit savoir où il s'est arrêté pour ne pas commencer à zéro. Donc ça, c'est très important. Donc, deux processus peuvent être associés au même programme. Par exemple, il a un programme, une fonction principale main. Donc, il va essayer de faire appel à plusieurs fonctions. Et donc, un programme, on peut le diviser en deux, en plusieurs processus donc, pour faire son exécution. Et bien sûr, à la fin, il faut rassembler les résultats de chacun des processus pour donner le résultat final de notre programme. Donc, maintenant, on va voir les états d'un processus. Si vous arrivez à comprendre le fonctionnement de ceci, vous n'aurez pas de problème. Mais il faut être attentif. Donc, on parle de l'automate. L'automate à état discret. L'automate à état discret d'un processus, donc parce qu'un processus, elle peut être dans des états discrets. Et lorsque quelque chose arrive, on a la transition entre les états. Par exemple, ici, l'état élu, je veux essayer de vous expliquer de quoi s'agit-il, l'état bloqué et l'état prêt. L'état élu, c'est lorsque le processus s'exécute. Lorsque l'ordonnanceur choisit le processus en question, on dit qu'il est élu, elle s'exécute. Et donc, l'état bloqué, il y a deux états bloqués. L'état bloqué dans lequel, par exemple, un processus a besoin de données. À partir du clavier, à partir d'un fichier, à partir d'un microphone, à partir d'un réseau. Il a besoin de données, il a besoin de quelque chose qui n'est pas disponible. Donc, pour accéder à la ressource, pour accéder à la périphérique d'entrée-sortie, le système d'exploitation, l'ordonnanceur le bloque. Pourquoi? On a dit que il y a l'intelligence donc qui va gérer le transfert des données, par exemple la DMA, Direct Memory Access, l'échange de données entre le programme qui est en mémoire, donc il a besoin des données qu'on va mettre dans la RAM, à partir des périphériques, par exemple, scanf, fscanf, printf, fprintf, toutes les données, donc, lorsqu'il a besoin de données, donc, elle se bloque. Elle se met dans un état bloqué. Et donc, lorsqu'il est dans l'état bloqué, le processeur va essayer d'exécuter un autre processus qui est dans l'état prêt. Parce que l'objectif du processeur, c'est de travailler. Et il travaille, donc il a beaucoup de travail à faire. Donc, lorsqu'il y a quelque chose de transfert de données, il y a la DMA qui va s'en occuper. Donc, le processeur, il se bloque. Ça, c'est la première partie de blocage. La deuxième partie de blocage, imaginez qu'un processus P1, donc je vais essayer de partager l'écran blanc. Donc, on a un processus P1 qui a besoin d'une ressource. La ressource, ça peut être le clavier, ça peut être
le disque dur, des fichiers, etc. Il a besoin d'une ressource quelle que soit, et R2 et P2, lui aussi, donc lorsque P1 fait le transfert des données entre P1, donc on dit que le processus P1, il utilise la ressource Il1. Cette ressource, donc, il est accordé à celui-là. Lorsque P2, lui aussi, a besoin de cette ressource, il ne peut pas l'utiliser. Tant que P1 n'est pas terminé avec P1, P2 ne peut pas l'utiliser. Donc, vous voyez que P2, il a besoin d'une ressource qui n'est pas libre. Elle doit attendre. Elle doit être dans l'état bloqué, mais en ne faisant rien. Ni transfert de données, ni rien du tout. Elle est dans l'état bloqué en attendant que la ressource P1 soit libre. On va comprendre ça lorsqu'on va essayer de voir comment l'échange de données entre le processus et le disque dur. Lorsqu'un processus a besoin d'une ressource qui peut être le clavier, l'écran, la carte réseau, la carte son, etc., et que cette ressource est déjà utilisée par un processus, celui-là, il a besoin de ça, et celui-là utilise ça, il n'a pas terminé avec, elle doit attendre, elle doit être dans l'état bloqué. Ça, c'est le deuxième état de blocage. Il ne fait rien, au moins de le premier blocage, lorsque par exemple P1 utilise, on va écrire P3 par exemple, il fait les entrées-sorties. Donc, entrée-sortie avec, par exemple, une ressource qui peut être le disque dur, soit en lecture, soit en écriture. Donc, dans le sens de processus, ça veut dire dans le sens de la RAM, parce que le processeur est de la RAM. Ça veut dire le transfert de la RAM vers le disque dur, c'est un mode écriture. Et lorsque le transfert est de disque dur vers la RAM, ça veut dire vers le processus, donc c'est le mode lecture. Read, write. Donc écriture sur write et lecture sur read. Donc par exemple, ce que nous avons vu en S4. Au moins, ce processus P3 qui fait les entrées-sorties avec le disque dur, elle reçoit des données. Celui-là, donc, elle se bloque en attendant la fin des entrées-sorties. Celui-là, il est bloqué, mais il ne fait rien. Il attend que la ressource P1 soit libre. Lorsque celui-là a terminé d'utiliser R1, P2 peut l'utiliser. Donc, je reviens une autre fois à mon cours. Donc, ça, c'est l'état bloqué. L'état prêt, c'est un troisième état. On va voir que le schéma complet, on doit ajouter la création et la terminaison. L'état prêt, lorsque le processus n'a besoin que de la ressource processeur. Il n'a pas besoin de données. Et donc, elle attend qu'elle soit élue. Donc, on a trois états. Comme je l'avais dit dans le premier chapitre, normalement, on doit avoir 6 transitions. La transition entre élu et bloqué et la transition entre bloqué et élu. Donc, je veux un petit peu tracer ici. Donc, cet état-là, on ne l'a pas représenté sur le schéma. Et cet état aussi, on ne l'a pas schématisé sur. Donc je vais expliquer les transitions 1, 2, 3, 4 et pourquoi les transitions, je vais nommer ça 5, et la transition 6, pourquoi ils ne sont pas représentés sur le diagramme ou bien l'automate à état discret des états de transition, des états d'un processus. La transition 1, elle passe de l'état élu, elle est sur le processeur, elle passe à l'état bloqué. Pourquoi donc la transition, on a dit que lorsqu'il a besoin, par exemple, des entrées-sorties, ou bien il a besoin d'une ressource qui n'est pas libre, et donc le processus doit passer dans l'état bloqué.
Il est dans l'état bloqué, donc il ne peut pas avoir le processeur parce qu'il est dans l'état bloqué. La transition de l'état élu à l'état prêt, il est en exécution. Il passe à l'état prêt. L'état prêt, on a dit que l'état prêt, c'est l'état de lequel il n'a pas besoin de quoi que ce soit que la ressource. Vous voyez qu'il a besoin encore de la ressource processeur, mais on le fait passer à l'état prêt. Pour des raisons, par exemple, nous sommes en temps partagé. Le quantum, lorsque le quantum est écoulé, le quantum, chaque processus a besoin par exemple, il a droit à 100 millisecondes. Les 100 millisecondes de processus en cours, elles sont écoulées. Elles sont terminées. Elles ne sont plus là. Et donc, le processeur doit élire, donc voilà, l'axe de temps, le quantum. Ça, c'est le quantum. Donc, P1, par exemple, elle a consommé le temps que le processeur, que l'ordonnanceur lui a accordé. Et lorsqu'il arrive à la fin du quantum, il faut élire un autre processus, P2. Lorsque P2 arrive à la fin de ce quantum, on va exécuter P3, P4. Ou bien, si on a seulement 3, P1 va revenir une deuxième fois s'il n'est pas terminé, s'il a besoin. Ou bien, il peut donc P2, supposons que P2, il a besoin d'un quantum et demi. Donc, il a droit au quantum, mais seulement il va utiliser, donc là, on va dire qu'il se termine. P2, il se termine. Et donc, le P3, etc. Donc, la transition est prêt lorsque le quantum, par exemple, est terminé. Il est écoulé. Il a consommé le temps qui lui a été accordé. Ça, c'est un cas. Par exemple, on a un processus qui s'exécute. Il est dans l'état élu, mais à un certain moment, un processus plus prioritaire. Et donc, lorsqu'on parle de la notion de priorité, c'est un processus. Si un processus s'exécute et il y a une notion, par exemple l'ordonnanceur avec priorité, on va le voir dans l'ordonnancement, si un processus plus prioritaire est arrivé, on va suspendre celui qui s'exécute pour lancer celui qui est plus prioritaire. Par exemple, on peut dire que les processus système sont prioritaires par rapport au processus utilisateur. Si un processus système a besoin de s'exécuter, on va suspendre le processus en cours pour lancer le processus plus prioritaire. Donc ça, c'est pour la deuxième transition. Lorsqu'un processus a consommé son temps, elle passe de l'état élu à l'état prêt. Lorsqu'un processus est en exécution et un autre processus plus prioritaire, on va parler de la notion de la priorité, et donc le processus qui est élu, elle va passer à l'état prêt pour permettre au processus plus prioritaire de s'exécuter. La transition 3, c'est le passage de l'état prêt à l'état élu. Lorsque l'ordonnanceur choisit le processus, elle va s'exécuter, par exemple, parce que c'est 100 tours, ou bien c'est un processus plus prioritaire. Et lorsque l'ordonnanceur choisit ce processus, il va passer de l'état prêt à l'état élu et donc de l'état d'attente vers l'état d'exécution, de l'état prêt à l'état élu. La transition 4, c'est la transition de l'état bloqué à l'état prêt. Donc, imaginez qu'un processus qui est dans l'état bloqué suite à une entrée-sortie ou l'attente d'une ressource qui n'est pas libre, après avoir reçu toutes les données, tout ce dont il a besoin, avant de passer à l'état élu, elle doit passer à l'état prêt. Si le système
c'est le système qui va faire de travail pour lui. Parce que lui, il est dans l'état bloqué. Il n'a pas le processeur pour changer son état. C'est le processeur, lorsque le processeur donc, reçoit les signaux, par exemple, que tout ce dont il a besoin, le processus qui a été bloqué, parce que les entrées-sorties, chaque fois quelque chose qui est arrivé, la fin d'entrée-sortie, elle doit envoyer une interruption matérielle. C'est un signal. On a dit qu'une interruption, c'est un signal asynchrone. On ne sait pas quand il vient, mais lorsque cet événement est arrivé, lorsque par exemple le transfert de données est terminé, le disque doit envoyer un signal au processeur, donc il va lui indiquer que ce processus donc il va comprendre que le processus qui est dans l'état bloqué en attendant la fin des entrées, il est maintenant, elle doit le faire passer de l'état bloqué à l'état prêt pour pouvoir donc continuer son exécution. Donc revenons maintenant aux transitions 5 et 6. Mais je vais commencer par la transition 6. Un processus qui est dans l'état prêt. On a dit que l'état prêt, c'est un état, il n'a pas besoin que de la ressource processeur. Est-ce qu'un processus qui est dans l'état prêt peut passer à l'état bloqué? Il n'a pas besoin d'entrée-sortie. Il n'a pas besoin d'une ressource. Il n'a besoin que de processeur, de microprocesseur ou bien de processeur, l'unité centrale de traitement. Il n'a pas besoin que pour pouvoir. Donc, il n'a pas besoin ni de ça, ni de ça. Donc, sa transition est impossible parce qu'un processus prêt donc, ne peut pas faire un appel système ou quoi que ce soit qui peut le bloquer. Donc, sa transition est impossible. La transition 6 est impossible. Donc, j'ai commencé par sa transition parce qu'il est impossible. Pour la transition 5, bloqué élu. Un processus qui est bloqué, donc il a besoin, par exemple, des entrées-sorties ou bien d'une ressource. Donc, pour pouvoir s'exécuter, on a dit qu'il faut que lorsque le signal arrive au processeur, donc il doit faire le travail pour le faire passer de l'état prêt à l'état bloqué à l'état prêt pour pouvoir. Imaginer maintenant qu'il a reçu le signal et il le passe de l'état bloqué à l'état prêt et que la file d'attente, les processus de la file d'attente des processus prêts, il est vide. Il n'y a aucun processus. Est-ce qu'il va attendre? Bien sûr que non. La file d'attente, elle est vide. Il passe de l'état bloqué, le système le fait passer de l'état bloqué à l'état prêt et directement, puisqu'il est le seul, il passe à l'état élu. C'est comme s'il passe directement de l'état bloqué à l'état élu. Il fait sa transition instantanée. Bloqué, prêt, il est élu. Donc, c'est comme s'il fait sa transition. Donc, cette transition de bloqué élu, elle est envisageable lorsque la file d'attente des processus prêts qui attendent l'accès au processus, s'il est vide. Donc, c'est comme s'il passe de l'état bloqué à l'état élu. Donc, la transition 1 se bloque en attente des données ou d'une ressource soit libre. Le processus, la transition 2, le processus est suspendu provisoirement pour permettre l'exécution d'un autre processus. Par exemple, en temps partagé, le quantum il est écoulé. Et la deuxième, par exemple, un processus prioritaire et donc il est dans l'état prêt. Donc la transition 3, l'ordonnanceur choisit ce processus donc, pour l'exécuter. Et la transition 4, les données deviennent disponibles, donc le processus passe de l'état bloqué à l'état. Donc, je vais essayer un petit peu de changer mon nom, comme je fais toujours.
Donc, l'état d'un processus est défini par l'activité courante de celui. Le processus peut interagir, les états possibles. Donc, lorsqu'un processus est créé, on a dit qu'on peut créer un processus. Donc, lorsqu'on a un programme à exécuter, donc on crée un processus. Lorsque le système peut créer aussi des processus. Donc, lorsque le processus est créé, on dit qu'il est nouveau et il passe de l'état création de l'état nouveau à l'état prêt. Donc, il ne peut pas accéder, donc il doit passer par cet état. Et donc, les transitions 1, 2, 3, 4, elles sont un petit peu comme ici. Et donc, lorsqu'il finit son travail, donc il libère la mémoire, il libère tout ce qu'il utilise, donc il est dans l'état terminé. Donc, on a dit que le système peut donc gérer les processus. Il peut créer création, terminaison ou bien la suppression. Donc, il peut aussi supprimer un processus. Tu quelles un processus. Donc, on peut voir cette commande donc dans Linux. Il y a parfois des processus qui se bloquent et ils n'arrivent pas à se débloquer. Donc, on les tue. Donc, kill, elle permet de tuer le processus et de libérer les ressources qu'il utilise. Donc, en exécution, en cours d'exécution, ça c'est en exécution. Il est élu, prêt, attendant d'être sélectionné. Il n'attend que d'être sélectionné. On attend d'un événement extérieur se produise, la fin des entrées-sorties, une ressource soit libre et terminer son exécution. Donc, elle doit libérer les ressources qu'il utilise. Donc, voilà l'automate complet des états d'un processus. Donc, on a parlé aussi de process control block, c'est la façon avec laquelle le système gère les processus. On a dit que chaque processus, c'est comme un tableau, chaque processus, elle contient un enregistrement, donc une ligne qui contient plusieurs informations, son identificateur, donc un processus, elle est identifiée, comme chaque humain, il a identifié par le nom, par le prénom, par la carte d'identité nationale. C'est un identificateur. Donc, à chaque le système d'exploitation, lorsqu'il crée un processus, elle lui attribue un identificateur. Et bien sûr, donc, et on peut connaître l'identificateur d'un processus, l'identificateur de son père, parce qu'on a l'arborescence entre le père qui peut créer des fils et des fils qui peuvent créer d'autres processus. Donc, on a l'identificateur du père, l'identificateur du fils, l'identificateur des processus. Donc, l'identificateur, son état, le système doit savoir donc dans quel état il est le processus, les zones mémoire qu'il utilise, les données qu'il utilise, les fichiers avec lesquels il fait le transfert. Tout ceci constitue ce qu'on appelle le process control block. Chaque processus est représenté dans le système par un bloc appelé process control block, ou le PCB. Le PCB est un enregistrement contenant des informations associées à un processus. Parmi ces informations, l'état de processus, l'état peut être bloqué par élu, compteur ordinal, donc pour savoir quelle est l'instruction à exécuter la prochaine, pas l'actuelle, la prochaine. Ça, c'est essentiel. Lorsqu'un processus se commit, on doit savoir là où on va s'exécuter lorsqu'il a la deuxième. Donc, par exemple, on a un processus, donc l'instruction est 1, l'instruction est 2, donc, etc. Donc, lorsqu'on le charge sur la RAM, donc on a ici les adresses, adresse 1, adresse 2, par exemple, l'instruction suivante, il a par exemple l'adresse 10, donc c'est le compteur ordinal. Le compteur ordinal, il contient cette adresse. Lorsque, par exemple, on a exécuté la première fois les instructions, donc jusqu'à ici, et lorsqu'on revient, on ne peut pas commencer à partir de 0. On doit continuer là où il s'est arrêté. Pour savoir là où on s'est arrêté, il y a le compteur ordinal
qui contient cette adresse. Elle contient cette adresse, donc imaginez qu'on a exécuté cette deuxième portion et donc le compteur ordinal doit pointer sur celle-là. Donc la troisième fois, il va commencer par essayer. De cette façon, donc l'exécution du processus se fait par tranche, mais à une grande vitesse. On a l'impression que l'exécution se fait d'une façon continue. Elle n'est pas continue, sauf s'il n'y a qu'un seul processus. Il n'est pas continu, il se fait par tranche. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, mais avec des gigahertz, on a nous les humains l'illusion qu'elle est en exécution continue. Compteur ordinal indique l'adresse de la prochaine instruction à être exécutée par ce processus. Les registres, donc l'état des registres. Les registres, on a que dans le processeur, il y a un ensemble de registres, il y a l'horloge, etc. Donc les accumulateurs, parce que lorsqu'un programme est une exécution, il va essayer de faire les opérations arithmétiques et logiques. On peut par exemple, à partir de la RAM, charger les valeurs des entiers dans les registres, etc. Faire la comparaison entre ça et ça. Donc les registres du processeur, donc elle doit chaque fois, pour sauvegarder, pour continuer l'exécution, on doit retrouver qu'est-ce qu'il continue à les registres du processeur. L'allocation mémoire, on doit savoir donc dans quelle zone elle est un petit peu allouée. Donc pour ne pas essayer si un processus veut empiéter sur d'autres zones mémoire, donc le système ne va pas lui permettre ça. La liste des fichiers ouverts par ce fichier, donc tout ce avec lequel il fait le transfert, parce qu'on va utiliser la notion de fichier spécial. Est-ce qu'il communique avec le clavier, avec le réseau, avec l'imprimante, avec le disque dur. Donc la liste des fichiers avec lesquels il communique le processus, on doit le savoir. Les périphériques associés au processus, donc pour savoir est-ce que lorsqu'un processus a besoin d'une ressource ou bien d'un périphérique, est-ce qu'il a le droit d'utiliser, est-ce qu'il n'a pas le droit, est-ce que la ressource qu'il demande, par exemple, lorsqu'il la demande, est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il n'est pas libre. Donc voilà, les ressources et le processeur, elles font l'objet de l'ordonnancement. Donc, on doit savoir qui utilise le processeur, qui utilise les périphériques, etc. Est-ce qu'il a le droit, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que contient le process control block avec lequel le système d'exploitation gère les processus. Donc, pour les gérer, il doit avoir cette zone mémoire, donc, sur le contrôle du système d'exploitation. Maintenant, on va essayer de parler de l'ordonnancement. Lorsqu'on parle de l'ordonnancement du processus, c'est exactement qui va s'exécuter. La question, lorsqu'on a plusieurs processus, P1, P2, jusqu'à Pn, et on a un seul processeur. Qui va s'exécuter? Tous les processus veulent s'exécuter. On a dit qu'il faut que le processeur travaille. Il faut donner à chacun des processus sa chance, son droit d'accéder au processus. Il faut que tous les processus avancent, s'ils n'ont pas besoin, etc. Donc, l'ordonnanceur, c'est choisir qui va s'exécuter. J'avais bien parlé de l'ordonnanceur à deux niveaux. L'ordonnanceur qui va s'occuper de l'allocation de processeur au processus, c'est l'ordonnanceur bas niveau. Bas niveau. Donc, bas niveau qui sont sur la RAM. L'autre ordonnanceur haut niveau, on a dit qu'elle s'occupe les processus PMP sont pour pouvoir s'exécuter, donc ils doivent être dans l'état prêt, ils doivent être dans la RAM. Donc ces processus, elles sont en RAM. On peut pas, un processus ne peut pas avoir la concurrence et la compétition d'accéder s'il n'est pas sur la RAM. La RAM, il est fini.
Elle a une taille finie, même en giga, même en tera. Lorsqu'on a plusieurs processus qui vont s'exécuter, un ensemble de processus ne peuvent pas être sur la RAM. On les met sur la mémoire d'échange. On a dit la mémoire d'échange, c'est une partie de disque dur. Et donc, le transfert entre la RAM, donc, lorsque, par exemple, un processus veut s'exécuter, on doit le ramener sur la RAM. S'il n'a pas de place, on peut par exemple débloquer un processus, etc. Donc, le va-et-vient entre la RAM et le disque dur, c'est l'ordonnanceur haut niveau. D'accord? Et donc, ce qu'on va parler ici de l'ordonnanceur bas niveau. Donc, celui qui s'occupe des processus qui sont sur la RAM pour accéder la gomme, gomme. Donc, un bon algorithme d'ordonnancement doit s'assurer que chaque processus reçoit sa part de temps processeur. Donc, ça, il faut qu'il soit inéquitable, qu'il soit équitable. Un ordonnanceur doit être équitable en vis-à-vis des processus et d'allocation de processeurs. Il ne faut pas qu'un processus prend pour lui qu'un processus s'exécute et les autres attendent. Il faut qu'il soit une équité, il qu'on l'adl. Utiliser le temps processeur. L'objectif du processeur, donc, il faut qu'il travaille. Pour qu'il travaille, il faut qu'il exécute les processus. Sauf s'ils sont tous en l'état bloqué ou bien qu'il n'y a pas de processus. Donc, lui, il faut utiliser son temps à 100%. Minimiser le temps de réponse des processus interactifs. Il y a des processus interactifs. Par exemple, les jeux interactifs. Les jeux interactifs, par exemple, lorsque je joue avec ma souris et je vois le pointeur de la souris, c'est difficile qu'il se place parce que la souris, c'est du périphérique. Lorsque je clique, l'effet de mon clic vient après quelques secondes. Ça, c'est pas un bon jeu. Lorsque par exemple, je joue avec le touche de clavier et donc le déplacement est là, le jeu, il perd son interactivité. Donc, il faut minimiser les temps de réponse. Donc, lorsqu'il s'agit des processus interactifs, on va parler de quantum, de choix de quantum, en prenant en considération est-ce que c'est un processus interactif ou un processus qui a besoin de faire du calcul. Par exemple, les processus interactifs, les jeux, etc., ils ont besoin d'un petit quantum. Un petit quantum qui va essayer. Si le quantum est petit, lorsque je clique, même si beaucoup de processus, puisque le quantum il est petit, donc les processus passent fréquemment. Et donc, lorsque je clique, j'aurai donc la réponse rapide. Mais il y a des processus qui ont besoin d'avancer, par exemple, le calcul scientifique. Lorsque le calcul s'il y a les processus qui calculent, par exemple, la météorologie, l'état physique de l'atome, etc., ce sont des processus qui ont besoin de beaucoup de calculs. Ils ont besoin de beaucoup de quantum pour avancer dans leur travail. On parle donc le choix du quantum, elle est conditionné par le type de processus. Si c'est un processus interactif, il a besoin d'un petit quantum. Si c'est un processus qui a besoin de beaucoup de calculs, donc c'est par exemple le calcul scientifique, il a besoin d'un grand quantum pour avancer. Parce que la commutation, elle perd le temps. Parce que pour commuter d'un processus à un autre, ne me dites pas que ça se fait instantanément. Il y a du temps perdu pour charger le processus bloc d'un et sauvegarder le processus bloc d'un autre.
tout ceci, ça prend du temps avant de relancer. Normalement, on parle, c'est la transition, c'est comme la commutation, elle est instantanée, mais en réalité, elle perd quelques millisecondes. Il faut aussi maximiser le nombre de travaux à effectuer dans un intervalle. Il faut que maximiser le nombre de travaux, c'est parler seulement de rendement. Il faut que le processus ait un bon rendement et soit efficace. Donc, les décisions de l'ordonnanceur, quand l'ordonnanceur prend une décision, lorsqu'on commit de l'état en exécution vers l'état en attente. On a un processus qui est dans l'état. Donc, on a un processus qui est dans l'état élu vers l'état bloqué. Cette transition, donc lorsqu'il y a cette transition, l'ordonnanceur, c'est ça l'objectif de la méthoprogrammation. On a dit que lorsqu'un processus se bloque en attendant la fin des entrées-sorties, l'ordonnanceur doit intervenir pour appeler un autre processus qui est dans l'état prêt pour accéder au processeur. Donc, pour accéder au processeur, parce que celui qui s'exécute, il s'est bloqué. Donc, l'ordonnanceur doit intervenir chaque fois qu'il y a une commutation entre les états élus et l'état bloqué. Il doit aussi intervenir lorsqu'il y a la commutation de l'état en exécution vers l'état pré-quantum de temps. Donc, lorsque le quantum est écoulé, donc lorsqu'elle reçoit le signal de l'horloge que le quantum est écoulé, elle doit intervenir pour élire un autre, parce que le processus qui est dans l'état élu, il a consommé tout son quantum, donc il faut lancer un autre qui est dans l'état prêt. Donc, cette transition 2, lorsque le quantum a consommé son temps, son quantum, l'ordonnanceur doit intervenir pour le faire passer de l'état élu à l'état prêt et bien sûr relancer un autre qui est dans l'état prêt. Parce que le processus actuel, elle doit attendre son tour, elle doit attendre que son tour revient pour une deuxième fois. Commit de l'état en attente vers l'état prêt, terminisation. L'ordonnanceur, on a dit que lorsque l'entrée-sortie est terminée, donc on a dit que le système, l'ordonnanceur, intervient pour faire passer l'état du processus qui était bloqué à l'état prêt pour pouvoir continuer son exécution. Commit de l'état en attente vers l'état prêt, terminisation un processus se termine. Lorsqu'un processus se termine, elle doit intervenir donc pour signaler qu'il faut élire un autre parce qu'il s'est terminé. Donc, et le système doit récupérer toutes les ressources qu'il utilise et libérer la mémoire qu'il utilise, etc. On va voir maintenant quelques algorithmes d'ordonnancement. Donc, quels sont donc l'ordonnancement est à la base de la multiprogrammation. Donc voilà, chaque fois qu'il y a plusieurs programmes, donc au niveau multiprogrammation, il faut gérer l'accès à la ressource processeur. La plupart des ressources de l'ordinateur font l'objet de l'ordonnancement, donc l'accès au disque, l'accès à l'imprimante, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'accès au processeur. Exemple, plusieurs sont prêts à s'exécuter, lequel il faut choisir et selon quels critères. Donc, le choix, lorsqu'on a plusieurs processus en mémoire qui veulent accéder à la ressource processeur, lequel il faut choisir et selon quels critères. Donc, il faut spécifier le critère. Donc, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que un tour de rôle? Est-ce que le premier arrivé, premier servi? Est-ce que c'est donc il y a plusieurs critères. Donc plusieurs critères sont possibles. L'utilisation de la CPU, le processus est une ressource chère. Donc, il faut l'utiliser au maximum. Le temps de réponse, on peut par exemple l'ordonnancement le plus court d'abord. First
First. Le plus court d'abord, donc le plus court. Shirt, donc en anglais c'est shirt, job, first, donc le plus court d'abord. Donc il compare les processus. Par exemple, le P1, il a besoin de 10 millisecondes pour l'exécution. P2, 20 millisecondes. P3, 5 millisecondes. Donc, le plus court d'abord, donc le critère, donc par exemple l'utilisation de la CPU. Donc, par exemple, celui-là, on compare le temps d'exécution. Celui-là, il a besoin de 10. Celui-là, il a besoin de, je veux dire, 20, donc 20 millisecondes. Ça, c'est 5. Il compare, il trouve que c'est celui-là qui est le plus court. D'abord, on va commencer par P3. Lorsque c'est terminé, on a deux processus, on compare P1, il est plus court, donc on aura P3, puis P2, et bien sûr, après c'est P3, P1 et puis le P2. On commence par P3, P1 et P2, parce que celui-là qui est le plus court, 5, et la plus petite, 10, il est petit, 20, etc. Donc, il y a donc plusieurs critères, à savoir, est-ce que c'est l'utilisation du processeur, le temps de réponse en mode interactif. Voilà, il retourne aussi. Le temps de réponse mesure le temps qui s'écoule entre l'émission d'une requête et le début de la réponse. Par exemple, lorsqu'on écrit, par exemple, lorsqu'on a besoin d'écrire, par exemple, lorsque je touche la souris, et lorsqu'elle commence à bouger, donc elle commence à répondre. Par exemple, je la touche, ou bien je clique, et il prend du temps, donc voilà, il n'est pas bon. Le temps d'attente du processus, tant que les processus passent dans la queue des processus prêts. Donc, les processus, lorsqu'ils sont dans l'état prêt, ils attendent leur tour. Donc, il faut aussi minimiser le temps. Le turnaround time, temps de retournement, correspond au temps depuis la soumission du travail jusqu'au résultat. C'est la somme de temps d'avoir la mémoire. Donc, est-ce que la RAM existe ou n'existe pas? S'il n'est pas existe, elle doit être sur le disque dur, dans les mémoires de change. Lorsqu'elle est sur la RAM, elle va être de l'état, donc temps passé elle va passer dans l'état des processus prêts. Lorsqu'elle est dans l'état prêt, donc elle se peut qu'elle se bloque, donc voilà, elle peut qu'elle se bloque, et bien sûr elle peut s'exécuter, et donc tous les temps, c'est ce qu'on appelle le temps de retournement ou bien turnaround time. Donc, il faut minimiser aussi ce temps pour que les processus ne passent beaucoup de temps dans leur exécution. On va voir maintenant quatre algorithmes d'ordonnancement. Le premier, c'est comme si on est dans l'état traitement par l'eau, en batch. Le premier arrivé, premier servi, first in, first out, elle utilise la notion de la file. La file, c'est une structure de données. Donc, on a donc la tête et la queue. Bien, le premier et le dernier. Chaque fois, donc, ça, c'est la tête. Et donc, ça, c'est la queue. Donc, ça, c'est papa. Donc, on peut dire que le suivant, le suivant, jusqu'au dernier. Donc, lorsqu'un nouveau processus arrive, elle va être dans la queue. Celui-là ne sera pas la queue, c'est celui-là qui sera la queue, etc. Et l'exécution se fait de la tête vers la queue. Le premier à être arrivé, elle va s'exécuter lorsqu'il se termine. Lorsqu'elle se termine, vous voyez, jusqu'à ce qu'elle se termine, on passe au suivant, dans une façon séquentielle. C'est comme le traitement en batch. Lorsqu'on termine cela, on passe au etc. Alors qu'en temps partagé, on tourne tous les processus.
Donc, c'est un algorithme simple, mais il n'est pas performant. On va voir, donc, il n'est pas performant parce qu'il y a d'autres algorithmes qui sont plus performants et efficaces par rapport au first in, first out. Il n'est pas performant. Le premier processus qui a besoin du CPU est servi. Le premier, il est servi. Lorsqu'il se termine, on passe au deuxième. Chaque fois qu'il y a un nouveau, on le met à la queue. L'implémentation peut se faire à l'aide d'une queue, first in, first out, où il y a la file d'attente, file. Quand un processus entre dans la queue des processus prêts, lorsqu'il veut s'exécuter, son PCB, Control Process Block, est attaché à la fin. Donc, son process Control Block, il est, donc l'information, vous vous rappelez de la structure d'un maillon, il contient la partie information et la partie pointeur. Donc, le pointeur, il nous indique là où il est le suivant. Mais ce qui est important, c'est la donnée, c'est ou bien la data ou l'information. Donc, l'information, qu'est-ce qu'on met? On met le process control block. Toutes les informations dialogue, on les met ici. Parce que tout ce qui est nécessaire pour son exécution, il est dans le CPB. Quand le CPE, quand est libre, donc lorsqu'il a terminé celui-là, il est libre. On prend, donc quand le CPE est libéré, on prend le processus situé à la tête de la, lorsque celui-là, lorsqu'il s'exécute, il est éliminé de la queue. Lorsqu'il s'exécute, il est éliminé de la queue, donc la tête maintenant, c'est ça. Lorsqu'il s'exécute, il est éliminé, donc la tête, c'est ça, etc. Donc toujours, on prend celui de la tête. Quand le CPE, on prend le processus situé à la tête de la file d'attente. Exemple, supposons que nous avons 3 jobs, job 1, job 2, job 3. Le temps d'exécution de job 1, c'est 20, supposons ici en millisecondes, 10 pour le job 2, 4 pour le job 3. On va essayer de voir donc le temps moyen d'exécution. Donc, si on exécute, on suppose que nous avons semé les 3 jobs à l'instant t est égal à 0. On a semé les 3 processus, ou bien les 3 tâches, les 3 jobs à t est égal à 0. Tous les 3, elles sont semées. Donc, la file d'attente va être le premier, 1, 2, 3. Donc, voilà, on va commencer par le premier, 2, etc. Mais il se peut qu'on change, il se peut qu'on commence par 2, etc. Donc, supposons que l'ordre, le premier arrivé, c'est le job 1, le deuxième, le troisième. Premier arrivé, premier servi. Donc, on a dit que le processus job 1 s'exécute pour 20 millisecondes. Donc, lui, il va prendre combien? 20 millisecondes entre 0 et 20. Donc, c'est 20 millisecondes. Le deuxième, combien il va prendre? Combien il va prendre à votre avis? Le job 2 s'exécute en 20 et 10 parce qu'il attend 10, il est soumis à exécuter, mais il attend que le processus soit libre. Donc, les 20 millisecondes de lesquelles le job 1 s'exécute, le job 2, il attend. Il est en attente. Il n'a pas commencé son exécution jusqu'à ce que le job 1 se termine. Le job 2 s'exécute. Donc, le job 3, il attend tout ceci. Les 20 plus, il ne commence qu'à 30. Et donc, ici, on exécute G3, le job 3. Donc, le temps moyen, donc, voilà, celui-là, il se termine à 34. Celui-là, il se termine à 20, à 30 plutôt. Et celui-là, il se termine à 20. Si on veut calculer le temps moyen d'exécution, donc c'est la somme est égale, la somme du i est égale à 1 jusqu'à n, le temps moyen d'exécution est égal à la somme des temps d'exécution. Le temps d'exécution, c'est t final pour i, ti final moins ti
initiale sur la somme des processus sur n. Le temps moyen d'exécution, c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. On a ici n, c'est 3, puisqu'on a 3 processus. T final pour le premier, c'est 20. T initial, c'est 0, donc c'est 20. T final pour le deuxième, c'est 30. T initial, c'est 0. T final pour le troisième, c'est 34. Donc, on aura donc, le job 1 s'exécute en 20 unités, le job 2 s'exécute en 30 unités, le job 3 en 30. Le temps moyen d'exécution est alors 20. La somme 20 moins 0, c'est 20, plus 30 moins 0, c'est plus 30, plus 34 moins 0, c'est plus 34 sur 3. On aura au moyen 20 unités. Le premier, il utilise 20 unités, le deuxième 30, le troisième 34, mais au moyen, c'est 28. La moyenne, c'est 28. C'est la somme, il y a la formule. Maintenant, on va faire des suppositions, des hypothèses que, au lieu de commencer par l'ordre 1, 2, 3, on commence par l'ordre 2, 3 et 4. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Donc, je vais effacer la gomme. 2, 3, 1. Si on a le 2, 3, 1, on commence par 2. Donc, le premier, il va prendre 10. 3, il va prendre 3 et 4, ça veut dire il est donc 14. Et l'autre, c'est 14 plus 20, 34. 34. On a pour le job 2, pour le job 2, job 2, job 3, le job 1. Le temps moyen d'exécution, il va être 10 plus 14 plus 64, on aura 19. Vous voyez que en changeant seulement l'ordre d'exécution, on a réduit le temps moyen d'exécution de 28 à 19. Si on change en plus, supposons que nous avons changé, donc au lieu de l'ordre 2, 3, 1, on va maintenant prendre l'ordre 3, 2, 1. 3, il a besoin de 4. Donc, le job 3, le job 2, il a besoin de 14 et 34. Donc, 4 plus 34 plus 4 plus 14 sur 3, c'est 17. On a réduit encore l'unité. Vous voyez que pourquoi on a réduit? Parce que on a commencé par celui-là, c'est le plus court. Des 3, lorsqu'on a 2, on a commencé par encore le plus court. Il y a les 2. Donc, pour les 3, on a choisi ça. Pour les 2, on a choisi celui-là. Donc, l'algorithme, il y aura un algorithme qui va être optimal. C'est l'optimal pour réduire le temps de réponse moyen. Et donc, c'est celui qui va choisir, il fait la comparaison. La difficulté, c'est que lorsqu'on a un processus, on ne sait pas exactement combien il va utiliser. Ça, c'est l'inconvénient de plus court jour d'abord. Le plus court jour d'abord. L'unité centrale est affectée au job le plus court en termes de temps d'exécution. Cet algorithme est optimal au sens de temps moyen d'attente adapté au traitement par batch. La difficulté réside dans le fait de connaître a priori la durée ou bien le temps processeur d'un job limite ou estimation. On peut faire des estimations sur ces exécutions sur le processeur antérieur. Combien il a utilisé dans le passé, on peut lui allouer, on peut dire que c'est le même temps qu'il va utiliser cette fois-ci. Donc, l'autre politique d'ordonnancement ou bien algorithme, c'est avec priorité. Vous vous rappelez que lorsque j'avais dit que il y a des processus prioritaires que d'autres, et donc lorsqu'un processus est élu,
et un autre processus est dans l'état prêt et les plus prioritaires, on doit suspendre que celui qui s'exécute pour donner la chance à celui qui est prioritaire. On associe une priorité à chaque job et la CPU est associée au job qui a la plus haute priorité. Ça veut dire, supposons que nous avons un ensemble de processus. P1, P2, P3. On va écrire par exemple P4. On a par exemple la priorité de P1, c'est PR1, priorité 1, qui est supérieure à la priorité 2, qui est égale à la priorité de P3, supérieur à la priorité de P4. On a priorité donc PR. Donc, on a des priorités différentes. La priorité de P2 est égale à la priorité de P3. Et elles sont supérieures à la priorité de P4. PR de 4. PR de 4. Donc, imaginez que les processus P1 et P2 s'exécutent. Si P1 est dans l'état prêt, on va suspendre celui-là. Donc, celui-là va passer de l'état élu à l'état prêt pour permettre au processus P1 de s'exécuter. Celui qui s'exécute, il va passer de l'état élu à l'état prêt pour permettre. Lorsque celui-là, il va s'exécuter jusqu'à ce qu'il se termine. On ne peut pas exécuter les processus inférieurs que lorsque les processus de priorité supérieure ne sont plus là. On ne peut pas passer à P4 si les processus P2 et P3 ne sont... Le problème de ceci, c'est que s'il y a toujours des processus de haute priorité, les processus de basse priorité n'auront pas l'occasion de s'exécuter. Et voilà une violation du principe que l'allocation de processeurs doit être équitable. Et donc, pour remédier à ceci, il y a des algorithmes, il y a des méthodes de vieillissement. Les processus, ça veut dire vieillissement, les processus qui attendent beaucoup, donc lorsque le temps d'attente est supérieur, donc on peut par exemple écrire donc une priorité qui est supérieure par exemple à exponentielle moins alpha t. Ou bien alpha t. Donc, chaque fois que s'ils attendent beaucoup, leur priorité va augmenter. Donc, s'il y a ce problème, il faut changer la priorité d'une façon à que les processus qui attendent beaucoup voient leur priorité augmenter pour pouvoir accéder. Sinon, si la priorité est fixe, les processus moins prioritaires n'auront pas la chance du tout de s'exécuter. Il y a ce problème et donc cette façon de le résoudre. On associe une priorité à chaque job et la CPU est associée au job qui a la plus haute priorité. Deux jobs ayant la même priorité sont traités selon. Donc, ils peuvent être, par exemple, s'exécuter c'est par exemple dans l'exemple que je viens de dire tout à l'heure, on a P2 et P3, ils ont la même priorité, elles peuvent tourner à tour de rôle ou bien le premier jusqu'à le first in, first out. Il y a les deux, même si on a écrit ici selon first in, first out, mais il y a aussi donc le circulaire. Dans le cas du plus court job, d'abord, la priorité est l'inverse de temps CPE prédit. Donc, le temps prédit, il est petit,
L'inverse, elle sera grande, donc il y aura une grande priorité. Donc, on va un petit peu favoriser les processus qui ont une grande priorité. Ça veut dire les processus qui ont un petit temps d'exécution. Donc, voilà, on peut attribuer. Plus le temps CPU est grand, donc si le temps CPU est grand, donc là, la priorité sera petite et donc elle va attendre. D'autres facteurs peuvent être utilisés pour calculer la priorité que la mémoire nécessaire, le nombre de fichiers. Un processus qui utilise beaucoup de mémoire et bien sûr donc beaucoup de fichiers, donc peut-être qu'il faut le favoriser pour qu'il sorte, pour qu'il termine, pour qu'il sorte de la mémoire et libérer la mémoire qu'il utilise. Peut-être. Un des majeurs problèmes d'algorithmes d'ordonnancement est le blocage de certains processus. Le blocage. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour comprendre ça, le blocage, les processus qui ont une faible priorité risquent d'attendre longtemps. Donc, je veux tout d'abord expliquer le blocage. Imaginez que nous avons deux processus P1 et P2. P1, il utilise la ressource R1 par exemple. Tous les deux, ils peuvent utiliser. Donc la priorité de P1 elle est supérieure à la priorité de P2. Ça veut dire que l'ordonnanceur doit, chaque fois que le processus P2 est à l'état élu, si le processus P1 est là, s'il est dans l'état prêt, donc on doit faire passer P2 de l'état élu à l'état prêt. D'accord? Si le processus P2 est en exécution et P1 passe à l'état prêt, P2 va passer à l'état prêt. Imaginez que le processus P2 il utilise la ressource R1. Elle est en état élu, elle s'exécute et il utilise la ressource R1. Une ressource. Maintenant, donc, elle est dans l'état élu et le processus P1 est dans l'état prêt. On a dit que l'état P2 va passer à l'état prêt. Parce qu'il y a un autre processus qui est dans l'état prêt. Et donc, il va essayer de passer à l'état. Donc, P1 va passer à l'état élu. Lorsqu'il est dans l'état élu, donc peut-être qu'il a besoin de la ressource R1. Il a besoin de la ressource R1 qui est utilisée, déjà allouée à P2. P2 ne peut pas libérer la ressource pour pouvoir, donc il y aura un interblocage. Donc, les processus qui ont une faible priorité risquent d'attendre longtemps. Ça, c'est un problème, comme je viens de dire avant. Donc, s'il y a toujours des processus plus prioritaires, les processus moins prioritaires vont attendre longtemps. Une solution à cette situation est la technique de vieillissement, donc agile en anglais, qui consiste à augmenter graduellement la priorité des jobs qui attendent dans les systèmes. Lorsqu'ils attendent beaucoup, il faut améliorer, donc il faut par exemple utiliser par exemple moins lambda t si elle attend beaucoup, donc la priorité va être
va augmenter. Donc, de cette façon, elles peuvent monter dans, les grades, dans la priorité, dans l'échelle, et elles peuvent accéder aux processions. Donc, le dernier algorithme d'ordonnancement, c'est bien l'ordonnancement tourniquet. Le tourniquet, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le tourniquet? Donc, si vous ne connaissez pas le tourniquet, je peux, par exemple, donc, je peux chercher sur Google. Donc, je veux partager. Le tourniquet, donc, il s'utilise dans l'accès, par exemple, au train, au tramway, l'accès à certains services, donc avec un badge ou une carte, c'est un après l'autre. Donc, ça tourne. Donc, lorsqu'un passage passe, ça tourne et bien sûr, il faut que l'autre scanne son badge pour qu'il passe. Donc, c'est à tour de rôle, à tour de rôle. On ne peut pas passer tous, mais un après l'autre. Donc, le tourniquet. Donc, c'est un petit peu les images du tourniquet, vous les trouvez dans les aéroports, dans l'accès au train, l'accès au tramway, l'accès même à des établissements, donc avec badge, etc. On peut avoir des cartes et bien sûr des tickets. Il y a par exemple, si tu as un ticket valide, tu peux passer. Si tu n'as pas un ticket valide, tu ne peux pas passer. Donc, ça, c'est un petit peu le tourniquet. Je reviens vers mes diapos. Tourniquet, on l'appelle aussi circulaire ou round robin. Round robin. C'est un algorithme qui est utilisé en particulier pour les travaux de partagés. Ce sont les algorithmes qui sont implémentés maintenant sur les ordinateurs. On définit une unité de temps appelée quantum. La liste des jobs prêts est traitée comme une liste circulaire. Liste circulaire. Par exemple, P1, P2, on a P3. L'exécution dans celui-là, après celui-là, après celui-là. Donc, P1, P2, P3, P1, P2, on peut aller P. Donc, c'est une liste circulaire avec, bien sûr, le même quantum pour tous les processus d'une façon équitable. L'ordonnanceur parcourt la queue du job et à la CPU ou le CPU, à chaque processus prend une durée qui peut atteindre le quantum, au maximum le quantum. Donc, nous avons parlé un petit peu des interruptions, donc je reviens là-dedans pour faire la spécificité entre les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Donc, les interruptions matérielles, c'est un signal envoyé à un processeur pour indiquer qu'un événement asynchrone qui peut survenir à n'importe quel moment. On a dit qu'il est asynchrone, il n'est pas prévisible, c'est produit. Par exemple, la fin de la lecture sur le disque va envoyer un signal pour lui indiquer la fin de l'écriture ou la lecture. Donc, c'est un signal asynchrone. Un signal asynchrone. C'est un événement asynchrone. La séquence courante, lorsque le signal est envoyé, la séquence courante des instructions est temporairement. Donc, supposons que nous avons un processus. On met les instructions dialogue I1 jusqu'à IN. On a ici, à cet instant, donc le processeur reçoit le signal, l'interruption matérielle, l'interruption. Et donc, la séquence courante des instructions est temporairement suspendue. Donc, voilà, on suspend. Et une séquence appropriée à l'interruption courante prend sa place. Donc, on va essayer d'exécuter le code de système d'exploitation qui va essayer de gérer ça. Donc, add le signal.
Plusieurs catégories d'interruptions, soit dispositif d'entrée-sortie, appel le superviseur. Ça, c'est une interruption logicielle. Ça, c'est SCV, superviseur. Donc, l'appel système, c'est une interruption un petit peu logicielle parce qu'on va essayer de suspendre ça pour aller exécuter le code du système d'exploitation aussi. Donc, par exemple, in scanf, printf, f scanf, f printf. Donc, on suspend le code de système, le code de programme en cours pour aller exécuter le code du système d'exploitation qui va essayer de faire le transfert, etc. Le déroutement, c'est une violation de protection mémoire. Par exemple, si tu veux accéder à une zone mémoire que tu n'as pas, une instruction inconnue, la division par zéro. Donc, chaque fois qu'il y a ceci dans le programme, on a dit que le déroutement, il est synchrone, il est synchronisé. On le trouve toujours à la même place. Par exemple, s'il y a par exemple un accès à une mémoire, à une zone mémoire, à cette instruction, il y aura ici. La division par zéro, il sera toujours ici. Une interruption due à l'opérateur, donc par exemple, Skype, etc., ou bien exit, contrôle S, contrôle X, ce sont des interruptions dues à l'utilisateur. Donc, la synchronisation de l'horloge, lui aussi, il envoie, par exemple, pour calculer le quantum, à la fin de chaque quantum, il doit envoyer un signal pour indiquer que le quantum est écoulé. Donc, ce sont l'ensemble des interruptions logiciel et matériel. Maintenant, si vous voulez, on va essayer de voir la communication et les interactions entre les processus. Les processus, il y a ils sont en mémoire, il y a la concurrence et la compétition d'accéder aux ressources, surtout la ressource processeur. Et bien sûr, ils peuvent partager des données, mais il y a des problèmes qu'il faut gérer. Surtout les interactions des processus. Donc, la communication entre processus peut échanger des informations. Par exemple, ils peuvent tous lire une zone mémoire. Ils peuvent s'envoyer des signaux, des messages plutôt. Ils peuvent envoyer des messages parce que les signaux, ce sont les interruptions matérielles. Accès concurrent à des ressources partageables. Exemple d'accès au spool d'impression. Le spool signifie Simultaneous Peripheral Operation Online. Donc, on va essayer de comprendre le problème d'accès concurrent à ressources via ce problème de spool d'impression. Donc, cette fonction inclut un mécanisme de gestion de la file d'attente pour gérer l'ensemble des requêtes. Les fichiers imprimés s'accumulent successivement sur le disque. Donc, elles sont sur le disque. Et bien sûr, elles vont être envoyées donc, pour l'impression sur l'imprimante. Quand un processus veut imprimer un fichier, elle place son nom dans un répertoire spécial, le spool d'impression. Donc, je vais essayer de voir. Je cherche quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. Data socket, dedicate server, supreme setting data socket server.
Je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Je cherche le spool d'impression donc service de ma machine. Il n'est pas. Je le trouve parfois. Parfois, je ne le trouve pas. Peu importe, je ne le trouve pas. Je suis désolé. Je cherche le spool d'impression, c'est celui que je... Donc voilà, je ne le trouve pas. Je ferme ceci. Je retourne dans... Donc, quand un processus veut imprimer un fichier, il place son nom dans un répertoire spécial. Un autre processus veut périodiquement s'il y a des requêtes à imprimer, ce qu'on appelle les daemons. C'est un processus système. Donc, si oui, il les imprime et retire leur nom du répertoire. Donc, imaginez que nous avons dans le répertoire les processus qui vont s'exécuter, elle prend les places. La case 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Dans la case 3, on a le processus P1, une tâche qui va s'imprimer, P2, etc. Donc, in, c'est une variable globale qui pointe sur le premier emplacement libre. Maintenant, c'est une variable. Si un processus veut, ou bien un job, une tâche veut s'imprimer, ils doivent être placés dans la cassette. Out, c'est aussi une variable qui pointe sur le fichier imprimé. Le prochain imprimé, c'est P. Soit A et B, deux processus, A et B. A et B veulent imprimer un fichier. Placer au même moment un fichier de la file d'impression. Au même moment, elles doivent chacun exécuter la séquence suivante. Cette séquence. Local in est égal à n. Placer job dans local in et in est égal à local in. Donc ça veut dire in, on a dit que in c'est la prochaine, la variable qui pointe sur le premier emplacement libre, c'est une variable globale, alors que local in, c'est une variable locale à chacun des processus. Ils doivent exécuter la séquence suivante. Local in, ça veut dire local in, donc c'est une variable locale. Placer le job à exécuter dans local in et incrémenter la variable globale. Lorsqu'un processus utilise une case, un emplacement, il doit incrémenter le in pour dire que cette case, il est déjà occupée, donc cette chambre n'est pas libre. Essayez de voir la suivante. N plus 1. D'accord? Local in est égal à n. Le processus a lit in et mémorise sa valeur 7. Vous voyez que la valeur de in, c'est 7. In, elle contient la valeur 7. Ou out, elle contient la valeur 4. Ça veut dire, la prochaine emplacement, s'il y a quelqu'un qui va mettre un travail, un fichier imprimé, il va le mettre dans la case 7. Et le démon, c'est que le prochain travail à imprimer, c'est celui qui est dans la case 4. 3, c'est déjà imprimé. 2 est déjà imprimé. 1 est déjà imprimé. D'accord? Le processus, on a deux processus. Il faut se concentrer pour comprendre le problème. Le processus A et B veulent imprimer un fichier. A veut imprimer un fichier et B veut imprimer un fichier. Au même moment. Donc, chaque processus qui va imprimer quoi que ce soit, elle doit essayer d'exécuter le bout de code. Exécuter les instructions, 3 instructions. Local in est égal à n, placer job dans local in et incrémenter la variable globale
in, grand in en majuscule, c'est variable globale. Quelle est la différence entre une variable globale et une variable locale? Une variable globale, elle est vue par toutes les fonctions. Par contre, une variable locale, elle est seulement valide à l'intérieur de la fonction. Donc, chaque variable locale, elle est valide à l'intérieur de chaque programme, de chaque processus, alors que in et out, ce sont deux variables vues par toutes les fonctions. Elles sont globales. Donc, le processus A, lit in et mémorise, il trouve que la valeur est égale à 7 dans une variable locale, local in pour A. Une interruption arrive et le processus est retiré à A pour donner à B. Donc, une interruption horloge indiquant par exemple que le quantum est terminé. On doit commuter entre les processus A et B et le processus est retiré à A, donc A va être dans l'état prêt. Puis donner à B, ça veut dire B va passer de l'état prêt à l'état B. Même si elles sont données, même si on a dit qu'au même instant, on ne peut pas exécuter les deux. On va exécuter A ou B. On va commencer par A ou B. On peut commencer par A ou B. Peu importe. Donc, je vais essayer d'expliquer. On a le processus A et le processus B. Donc, on a les variables globales in, elle est égale à 7, et out est égal à 4. Donc, chacun des processus, donc, je vais essayer d'apporter avec le code ici. Si je peux. Donc, voilà, je peux, heureusement, je peux. Donc, voilà. Le processus A et B, chacun doit essayer d'exécuter le code. Donc, on a dit que on a des processus A et B qui veulent chacun imprimer un travail, un fichier, imprimer un fichier. En même temps, donc le processeur, donc l'ordonnanceur doit choisir A ou B. Supposons qu'on commence par A. On peut aussi commencer par B. On commence A. Donc, on lui donne le quantum. Donc, elle trouve pour A. Donc, je vais mettre aussi un autre contrôle V. Donc, ça aussi pour B. Donc, le processus A va exécuter le code et le processus B va exécuter le même code. Donc, le processus A, il trouve la valeur 7. Ah, d'accord. Donc, dessiner au lieu de N, il trouve la valeur 7 et il met, donc, je vais essayer de tracer, on a dit 4, 5, 6 et 7. 7, 6, 5 et 4. Il y a la variable in. Donc le processus A, elle trouve local in. Placer job dans local in. Elle va essayer de placer le job, donc le fichier, donc placer job ou bien le fichier donc dans local in. On va mettre ici file de A. File de A, il est ici. Il va s'exécuter. Normalement, ça c'est la première instruction. Ça c'est E1, E2, E3. Avant d'exécuter, vous savez que lorsque l'ordonnanceur envoie
un signe, lorsque l'horloge envoie un signal à l'ordonnanceur, elle lui indique que le quantum il est écoulé. Elle doit suspendre le fichier ou bien le processus en cours pour élire le suivant. On a deux processus qui veulent tous accéder au processus. Donc, en plaçant avant d'exécuter, donc l'ordonnanceur il intervient à ce niveau. Et là, le processus a exécuté l'instruction E1 et E2. Je suppose que l'ordonnanceur intervient et il suspend le processus 1 parce que son quantum il est écoulé pour lancer le processus B. Et donc, la prochaine instruction à exécuter, c'est E3. In est égal à local in plus 1. Le processus A n'a pas encore exécuté cette instruction. D'accord? Pour qu'on soit d'accord, on a exécuté les deux premières instructions, c'est là, pas encore. L'ordonnanceur intervient, il fait la commutation, il charge son process control block de B à partir de la mémoire et il essaie de sauvegarder celui de B donc pour pouvoir continuer là où il s'est arrêté lorsqu'il va revenir. Donc, lorsqu'on donne la main à B, elle va essayer d'exécuter l'instruction. C'est la même I1, ولكن نسميوها G1, J2, G3. Local in pour B est égal à N. Quelle est la valeur de N? Dites-moi, quelle est la valeur de N? Quelle est la valeur de N? Est-ce que vous me suivez? Hein? Très bien, la valeur de N est toujours 7. Placez le job de B dans local N. Donc, on va essayer de mettre le fichier de B ici. File of B dans 7. Ça veut dire, si on met file de B dans 7, ça veut dire on a écrasé celui-là. On l'a écrasé parce qu'on l'a changé par une autre contenu. Et local in est égal à local in plus 1. Local in est égal, par exemple, celui-là, donc c'est 8. D'accord? Lorsqu'on redonne la main à A, elle va continuer là où elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, on a dit qu'elle s'est arrêtée ici. Elle va mettre local in est égal local in plus 1. Ça veut dire, pour lui, local in de A, si 7 plus 1 est égal à 8, ça veut dire local in est égal à 8, mais elle est déjà égal à 8. Cette instruction ne change rien. Vous voyez que nous avons perdu un travail. Le travail F1 ne va pas s'imprimer. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrasée par B. Pourquoi? Parce que on a une variable partagée N et on essaie de l'utiliser par B alors que A n'a pas terminé avec cette variable globale. On a interrompu A parce que l'ordonnanceur est intervenu et donc le processus A utilise la variable globale in, il n'a pas terminé avec n, il n'a pas arrivé jusqu'au bout, et on donne la main à un autre processus pour accéder à cette variable. Donc la conséquence, c'est que le travail de A va être perdu. Donc c'est ça qu'on appelle l'exclusion, le problème de conflit d'accès à une ressource partagée lorsqu'elle est utilisée par un autre processus. Donc, le bout du code où il y a le conflit d'accès, on l'appelle la section critique. Section critique. Donc, on essaie de faire l'exclusion mutuelle de telle sorte que lorsqu'un processus utilisateur est dans une section critique, à ne pas permettre à d'autres processus d'accéder à la même section critique. C'est le même problème lorsqu'on a parlé de la réservation des tickets de bus de SCTM. D'accord?
je reviens. Et je ne veux pas m'arrêter. Donc, je veux pas donc, le processus aller n, il mémorise sa valeur dans une variable locale. Une interruption horloge arrive et le processus est retiré à A puis donné à B. Le processus BLN, n, il mémorise sa valeur et donc une variable locale. B place le nom du fichier imprimé à la place indiquée par n et incrémente n qui vaut alors 8. A reprend la main là où il était interrompu et place le nom du fichier imprimé à la place indiquée par sa variable locale, c'est-à-dire 7, et donc il détruit le fichier, etc. La solution à ce problème est d'empêcher l'accès par d'autres processus à un objet partagé si cet objet est en train d'être utilisé par un processus. C'est ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle est d'empêcher un processus à utiliser une variable partagée lorsque cette variable est utilisée par un autre. Il faut interdire à un processus d'accéder à la section critique qui est le bout de code dans lequel il y a le risque, le conflit d'accès. La partie du programme où il y a le risque d'avoir un conflit d'accès est appelée la section critique. Donc, pour la solution à ceci, il y a différents algorithmes, on va les voir. Le masquage des interruptions, on a parlé le premier TD, donc le masquage des interruptions, est-ce qu'il faut l'autoriser en mode utilisateur ou bien en mode noyau? On a dit que en mode utilisateur, ça va faire des dégâts. Donc, il peut être seulement autorisé en mode noyau. Donc, variable de verrouillage, ça veut dire que le verrou, c'est un processus. Et dans la section critique, les autres, par exemple, lorsqu'elle entre dans la section critique, le verrou va indiquer c'est occupé. Parfois, vous arrivez à 10 boutiques, lorsqu'elle affiche dans la vitrine closed, fermé. Donc, elle est closed, même si, même s'il y a la porte, elle est transparente parce qu'elle est en vitrine et en glace. Donc, vous ne pouvez pas entrer. D'accord? Donc, si un processus affiche dans le verrou c'est déjà occupé, donc si le verrou est égal à 0, la section critique, il est libre, il n'y a aucun processus de la section critique. Si le verrou est égal à 1, ça veut dire que attendre que la section critique soit libre, donc attendre dehors. L'alternance à tour de rôle, un après l'autre, l'alternance de Peterson, c'est une amélioration de l'algorithme de l'alternance parce que l'alternance à tour de rôle, il se peut qu'un processus lent empêche un processus rapide à accéder, puisque c'est l'alternance, c'est un après l'autre. S'il y a quelqu'un qui va vite, il va être contraint de synchroniser avec la vitesse de celui qui est lent, et donc l'algorithme de Peterson, elle améliore ceci. L'instruction TSL, c'est une implémentation, c'est une instruction matérielle de hard, alors que les autres, elles sont soft. Donc, toutes ces instructions, l'instruction, le verrouillage, alternance, algorithme de Peterson, TSL, elle utilise aussi ce qu'on appelle l'attente active. L'attente active parce que les processus, elles sont dans l'état prêt. Un processus qui est dans l'état prêt, il a droit d'avoir son quantum. Et puisque les conditions ne sont pas favorables pour avancer dans son traitement, elle est dans l'état prêt, mais elle n'avance pas, elle ne fait que du test. Elle attend par exemple que le verrou est égal à 0 alors qu'il est égal à 1, elle attend que son tour, ce n'est pas son tour, Peterson, etc. Elle est dans l'état prêt, elle consomme le temps processeur, mais elle n'avance pas, elle ne fait que du test. Alors que la primitive sleep and wake up, il utilise ce qu'on appelle l'attente passive. Un processus qui ne peut pas avancer, elle se bloque. S'il est dans l'état bloqué, l'ordonnanceur ne lui donne pas simplement le processeur. Jusqu'à ce que les conditions sont favorables, elle passe de l'état bloqué à l'état prêt et maintenant, elle peut entrer dans la section critique. C'est ce qu'on va essayer de voir. Le jeudi, Inch'Allah, donc le jeudi, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à partir de la diapo 44. Et donc, voilà. Donc, j'arrête le partage. Donc, j'arrête aussi l'enregistrement.